Bonjour à tous. Dans cet épisode, on revient avec Arthur Ferragne sur la course d'Ultra Trail Lyon-Saint-Élion. Une épreuve organisée par ASIC Saint-Élion, longue de 156 km pour 5000 mètres de dénivelé positif et négatif. Cette épreuve où chaque partant part à la même heure de Lyon pour rejoindre Saint-Étienne, mais où seule la partie Saint-Étienne à Lyon est chronométrée. Une épreuve donc stratégique, comme nous le raconte Arthur, où certains décident de faire la partie Lyon-Saint-Étienne doucement pour s'économiser physiquement, s'économiser entre guillemets, et où d'autres décident de maintenir un rythme plus soutenu afin d'avoir plus de temps de récupération avant le départ groupé dans la nuit de Saint-Étienne. Jingle. Voilà, comme si vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique. Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézieux ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Salut tout le monde, on revient avec l'ami Arthur Ferragne sur sa très belle 7ème place sur la Lyon-Saint-Élion, la course d'Ultra Trail organisée par l'organisation de la ASIC Saint-Élion. Salut Arthur, grand respect, tu nous as régalé d'une très belle performance. S'il n'y avait pas des questions de droit d'auteur, j'aurais mis la musique de Rocky quand il court dans les escaliers. Bravo Arthur, comment vas-tu ? Écoute, merci, bonjour à tous. Ça va là, ça va mieux, je dois l'avouer. Mardi, donc une semaine et quelques jours plus tard, ça y est, j'ai enfin réellement récupéré, on va dire. Il m'aura fallu quand même quelques jours. Pas forcément, bizarrement, pas forcément d'un point de vue musculaire ou courbature, ça a été. Hormis le lendemain, simplement un peu fracasse, mais bon, on va dire que c'est à peu près normal. Mais plus pour une fatigue un peu centrale, si on peut dire, une fatigue vraiment générale. Je pense que je suis vraiment allé chercher assez loin là pour me mettre, on va dire, psychologiquement, mentalement dans ma bulle et accepter vraiment l'inconfort de la nuit. Enfin, on prendra le temps d'en discuter un peu plus, mais du coup, ouais, c'est plus cette fatigue-là globale qui m'a demandé un peu plus de temps pour m'en mettre. D'accord. Comment as-tu géré ta course ? On va démarrer, on va prendre ça chronologiquement. On va parler d'abord du début, de la partie Lyon-Saint-Étienne, et on reviendra après sur la partie Saint-Élion. Ouais. Partie Lyon-Sainté, au final, météo qui a été à peu près acceptable, on va dire, plutôt correct. On a eu très peu de temps, un peu de pluie là durant la journée, et donc effectivement, j'ai essayé vraiment de suivre le mieux possible le plan de course que je m'étais un petit peu imposé là sur le timing. Au final, en discutant un peu avec tout le monde, parce qu'on faisait vraiment des groupes de coureurs et on avait du coup pas mal le temps de papoter, de discuter. C'était tout simplement le plan de course de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. La stratégie vraiment d'essayer d'arriver le plus frais possible à Saint-Étienne. Je te cache pas que c'est au final l'étape que j'ai le moins bien vécue, que j'ai le plus subi au final maintenant avec du recul. En gros, malgré le fait de partir vraiment avec le frein à main et de marcher et de me forcer vraiment à marcher sur des pourcentages de pente où habituellement j'ai l'habitude de courir même sur ces distances-là, je suis parti quand même un peu fort, on va dire. En tout cas, arrivé au premier ravito, donc à Soucieux, puisqu'on ne passait pas à Chaponneau pour l'aller. Je bip en 26e position, je crois. Enfin bref, ça m'a fait dire que je me devais d'aller encore plus doucement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait par la suite. Et finalement, sur la fin, je me suis rendu compte que ouais, j'avais peut-être un peu sous-estimé cette allée, parce que sur l'arrivée là, sur les, on va dire la dizaine de derniers kilomètres, je commençais pas mal à ressentir quand même les bornes. Mon genou gauche commençait un peu à faire des siennes.
Et donc, j'avais vraiment envie d'en finir avec cette allée, d'arriver à Saint-Étienne et de pouvoir passer vraiment à autre chose. Mais malgré tout, il y avait vraiment toujours cette idée de se forcer quand même à essayer de marcher le plus possible ou quoi. Donc c'était vraiment une partie un peu étrange à devoir gérer là, parce que entre tirailler un petit peu entre l'envie de se laisser quand même aller courir et en finir une bonne fois pour toutes avec l'allée, mais en même temps essayer de rester vraiment sur le plan de course établi et d'essayer de, on va dire, de marcher le plus possible. Donc c'était un peu bizarre. Donc au final, j'arrive à Saint-Étienne en 10h20 contre les 11h que j'avais un petit peu établi avant. Mais j'ai envie de dire, je vois pas vraiment là où j'aurais pu essayer d'être encore plus lent que ça, quoi. Enfin, déjà, ça a déjà été suffisamment difficile à gérer de se forcer vraiment à se toucher à ce point. Mais donc au final, voilà, une petite demi-heure de gagné. Donc j'ai eu 4 heures contre 3,5 attendus d'attente à Saint-Étienne avant de repartir. Ok. Et finalement 40 minutes sur 11 heures, t'as pas tapé non plus trop loin, quoi. Non, 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 voilà, c'est ce que je te dis. Hein, ouais, je me suis vraiment forcé. C'est presque sur le début, simplement, du coup, sur le premier tronçon où j'ai presque gagné une demi-heure. Et après, du coup, en levant encore plus le pied, je suis rentré un peu plus dans les clous, quoi. Mais ouais, ça m'a vraiment. J'ai vraiment été surpris au final. Enfin, peut-être tout simplement que j'avais un peu sous-estimé le truc, hein, mais ouais, si on avait eu la possibilité d'échanger à ce moment-là à Saint-Étienne, je pense que tu l'aurais peut-être ressenti que je commençais un petit peu à douter et à me dire que peut-être je m'étais vu peut-être un peu trop beau ou en tout cas j'avais vraiment beaucoup trop sous-estimé tout ça. Intéressant. Et du coup, t'as fait quoi à Saint-Étienne pendant ton temps libre à Saint-Étienne? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu le plaisir déjà d'être accueilli par alors forcément mes parents et ma sœur qui m'avaient suivi toute la journée. Colline du coup qui les avait rejoints avec ses parents à elle et du coup moment vraiment cool même si j'aurais espéré encore mieux parce que dans l'idée je m'étais fait à l'idée que tout ce petit monde allait pouvoir se joindre à moi dans la partie réservée aux coureurs de la Lyon-Saint-Élion. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été tout simplement refoulés. Alors après, avec du recul, heureusement, puisque on va dire l'espace qui nous était réservé était quand même assez restreint en termes de surface. Donc si on imaginait 2 à 3 accompagnants supplémentaires par coureur, ça aurait été un enfer. Mais du coup, j'ai pris mon plateau repas. Parce que c'était vraiment ma priorité d'essayer de manger vraiment à peu près solide, donc quelques pâtes et un peu de vermicelle que ma mère m'avait préparé également, mais du coup plateau repas aussi laissé aux coureurs, et je suis allé me foutre en tribune tout simplement pour partager un peu de temps avec eux. À la suite de ça, du coup, j'ai profité quand même de la présence des kinés pour me faire un peu dorloter et papouiller. Musculairement, ça allait, mais c'était surtout histoire d'assurer un peu le côté articulaire aussi. Donc, je leur ai demandé un petit peu de mobilisation ou quoi, mais voilà, sans plus. Mais ça m'a permis aussi d'échanger, de sortir un peu de la course pendant quelques minutes, là, donc c'était cool. Et à la suite de ça, du coup, toujours pareil, pour essayer de suivre le plan établi, je me suis tranquillement foutu sous mon duvet, en boule caisse et masque de sommeil, masque de nuit sur les yeux, pour essayer de dormir. Et en fait, c'est là où je suis sorti un peu du plan, dans le sens où tout simplement, j'ai pas réussi à dormir. Peut-être un peu l'excitation, peut-être le bruit, enfin bref. Au final, voilà, je me suis vraiment laissé aller pendant une bonne demi-heure. Après quoi, j'ai décidé de vraiment retirer tout ça. Je suis simplement resté allongé et j'ai pris le temps de répondre à tous les messages des copains et des connaissances là qui m'encourageaient. Donc ça a été cool. Ça m'a vraiment donné plein de force et ça a vraiment été chouette. Du coup, après ça, le temps était venu de me changer de nouveau, de m'habiller pour préparer la nuit et le retour. Et du coup,
J'ai recroisé encore quelques personnes avec lesquelles j'aurais voulu plus échanger, mais finalement, il était temps pour moi d'essayer de dérouiller un petit peu les jambes. Et du coup, je suis allé rejoindre la ligne de départ. Donc au final, Et 4 du heures qui coup, sont quand même assez vite passées, hein. ouais, j'imagine. Du coup, maintenant, le retour Saint-Étienne de Saint-Étienne à Lyon. Le retour, justement, donc placement sur la ligne, allez, une petite dizaine de minutes avant 23h30, histoire de monter un petit peu dans l'ambiance, mais pas non plus de poireauter trop longtemps sur la ligne. On avait cette possibilité-là de pouvoir court-circuiter un petit peu l'arrivée sur la ligne par une entrée autre, on va dire, les coureurs de la Lyon-Saint-Élion avec les élites. Donc j'arrive quelques minutes avant sur la ligne. Je m'étais fait quelques petits allers-retours, quelques petites mobilités, histoire d'essayer de dérouiller un petit peu les jambes, comme je te le disais. Et c'est là où, malheureusement, de ce que j'ai compris, à cause de 2 véhicules qui essayaient un petit peu d'entraver le chemin de la course, ils nous ont un peu fait patienter sur la ligne. On est parti finalement à moins le quart, il me semble. Donc on est resté pas loin de 15-20 minutes sur la ligne, sans trop bouger. Donc je te cache pas que finalement, les uns contre les autres, je m'en rendais pas forcément trop compte, mais du coup, je m'étais quand même un peu refroidi. Et je m'en suis rendu compte du coup dès qu'ils ont libéré les fauves, ou une fois que les coureurs, on s'est un peu écartés les uns des autres, j'ai vite ressenti que j'étais plus du tout en température. Et du coup, c'est là où j'ai décidé de visser un peu quand même pendant quelques bornes. Pour essayer de me réchauffer assez rapidement. Et en plus de ça, ça m'a vachement rassuré sur mes sensations, puisque tout simplement, je me suis rendu compte que les 4 heures avaient vraiment été bénéfiques et que j'avais vraiment, vraiment pleinement récupéré. Et du coup, le cœur ne montait pas alors je suis parti, ça peut paraître très loin des allures des tout premiers de la Saint-Élion, hein, mais parti aux alentours doit être 4,30 à peu près d'allure pour ceux qui ça peut parler sur les quelques premiers kilomètres. Et franchement, et le cœur ne montait pas et les jambes, les cannes répondaient bien et pas de tiraillement particulier ou quoi. Donc je me suis dit que ça pouvait laisser présager une bonne nuit. Et du coup, j'ai vissé comme ça pendant les premiers kilomètres jusqu'à la première bosse vraiment assez pentue, où là, j'ai vraiment décidé de mettre le frein à main, de vraiment monter piano les premières, comme je l'avais estimé pour le début de course, là, donc jusqu'à Saint-Christo, où là, pour le coup, j'ai plus mes temps en tête, mais j'avais envisagé de passer à Saint-Christo en 1h50, et j'arrive avec une douzaine de minutes, je crois, d'avance, mais en ayant vraiment eu l'impression à aucun moment de monter dans le rouge et de monter dans les tours, quoi. Donc c'est ce qui m'a fait dire que ça pouvait vraiment être chouette, quoi. Donc ce premier tronçon là de 17 bornes, il me semble, sur jusque Saint-Christo, qui m'a vraiment rassuré pour la suite, on va dire. Les premières sensations ont vraiment été très bonnes et je me suis vraiment rendu compte assez rapidement que j'avais bien récupéré au final de mon allée et que j'étais dans des bien meilleures conditions que l'état dans lequel j'avais terminé les derniers kilomètres à l'arrivée à Saint-Étienne. D'où est venu ce regain d'énergie? Je pense le temps qui fait bien les choses quand même, hein. 4 heures d'arrêt, quand on a aussi un peu l'habitude d'enchaîner des efforts ou quoi, je pense que j'ai pas mal récupéré simplement déjà grâce à ça. Les massages m'ont peut-être fait un peu de bien, je pense que c'est surtout à la tête, ça permet de décharger un petit peu. J'ai essayé aussi de me prendre un shaker prot. Après, c'est tout des petites. Je pense que c'est surtout le temps qui a fait que. Après, tout ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est juste, je pense, des gains marginaux par rapport au simple fait d'avoir vraiment essayé de se reposer, d'essayer de dormir et de laisser le temps au temps, quoi, d'avoir quand même 4 belles heures. Ça commence déjà à faire pour pouvoir récupérer de tout ça. Donc, je pense que ça vient surtout de là. D'accord. Parle-nous
de la suite du retour. Parce que j'ai vu des images qui avaient l'air assez folles en termes de boue. Je Ouais, crois que c'était à Sainte-Catherine avec des descentes incroyables. ouais. Mais voilà. Je pense qu'effectivement, j'ai participé du coup à une vraie Saint-Élion là, pour le coup. En fait, dès les premières sections, on va dire un peu plus trail dans les sous-bois ou quoi, sur les hauteurs là, en arrivant sur Saint-Christo et après Saint-Christo surtout, et ben, on avait déjà eu une amorce sur la fin de journée en arrivant sur Saint-Étienne, où en fait le brouillard s'est enlevé. Les frontales ne nous servaient pas à grand chose dans le sens où ça faisait vraiment un mur blanc, un peu comme en voiture, les pleins phares dans le brouillard. Bah là, c'était à peu près la même chose sur la fin de l'allée. Et en fait, sur le retour, bah, identique. Sauf que à bloc dans les descentes, pas voir plus loin que à 1 mètre 50 devant soi, je te cache pas quoi, que ça a été un peu compliqué à gérer. Fallait un peu se faire confiance et faire confiance au mec de devant. Mais ça, plus effectivement à force de l'humidité et de la petite pluie et du brouillard, et surtout du nombre de coureurs de passage sur les chemins. Alors, en ce qui me concerne, moi, les grosses sections de boue, ça a surtout vraiment été sur la fin. Sur Sainte-Catherine, il est possible que ça ait été aussi très boueux, mais je pense plus pour des coureurs qui étaient, on va dire, sur du fond de paquet, quoi. Je pense que plusieurs milliers de coureurs supplémentaires ont été nécessaires pour vraiment engager la qualité du chemin. Mais moi, jusqu'à Sainte-Catherine, ça a été à peu près. Et du coup, ouais, bah Saint-Christo, Sainte-Catherine, même chose, toute ingestion, c'est-à-dire je me laissais quand même bien glisser dans les descentes, engager un petit peu, les plats, allure tempo, et je prenais mon temps à bien marcher de façon active quand même, hein, mais je marchais vraiment les bosses, donc jusqu'à Sainte-Catherine. Et à Sainte-Catherine, par contre, on va dire premier petit couac, parce que tu verras, il y a quand même eu quelques petits couacs dans la course. Premier petit couac où en gros, en arrivant sur Sainte-Catherine, je tombe dans la foule sur mon père qui tente de m'expliquer où il se situait pour le ravito, et en fait je les ai cherchés enfin moi ça m'a paru interminable. Avec du recul, je ne saurais pas dire combien de temps j'ai galéré pour les trouver, mais moi ça m'a vraiment perdu interminable, et je pense que j'ai laissé un peu de jus là-dedans à essayer de crier leur nom pour essayer de les trouver dans la foule. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Là, c'était un moment un peu. Alors, peut-être je pense que le stress et le fait de sentir que j'étais en train de faire quelque chose déjà et qu'il y avait vraiment la possibilité d'aller chercher un truc m'a fait un peu perdre mes moyens et un peu de lucidité. Mais du coup, j'ai un peu perdu de temps à ce moment-là. Donc, je suis reparti en trombe du coup, j'ai plus les places en tête, mais je vais te retrouver ça. J'ai regagné encore enfin, j'avais gagné déjà quelques places depuis Saint-Christo. J'ai regagné après encore quelques places là en arrivant à Sainte-Catherine et jusqu'à Saint-Genoux, où j'avais vraiment prévu de commencer à vraiment lâcher les chevaux à partir de Saint-Genoux. Bah là encore, j'ai malgré tout déjà, enfin, j'ai un peu continué, on va dire, ma remontée. Et c'est à partir de Saint-Genoux où j'ai vraiment commencé à vraiment, on va dire, m'engager un peu plus vraiment dans l'effort. Ouais, c'est ça. Donc Sainte-Catherine, j'arrive en 3h30 de course au final. Et du coup, je bip 20e et dans une chouette dynamique. Donc, j'étais content. C'est pour ça que ça m'a un peu agacé de perdre du temps bêtement, on va dire, par ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et on fera en sorte que cela n'arrive plus, quoi. Mais voilà. Et du coup, donc je pars de Sainte-Catherine un peu en trombe. J'arrive à Saint-Genoux, le camp Saint-Genoux. Et là, j'arrive 9e. Du coup, je bip 9e. Donc, je passe 11 coureurs à ce moment-là là, sur cette section. Et encore une fois, alors en m'engageant un petit peu, mais en essayant de rester encore sur mes plans de course, en me disant d'en garder vraiment encore un peu et de commencer vraiment à m'engager encore plus simplement après. Et du coup,
donc Soucieux, où là, Live Trail me bip quelques places derrière. Mais au final, je pense que c'est un bug. Parce que pour avoir vérifié, tout un tas de coureurs ont perdu quelques places à ce moment-là. Donc je pense que ça a été un souci un peu de l'application. Parce que tout en vérifiant, alors ça, on en parlera aussi un peu, mais ça a été un peu compliqué de gérer qui parmi les coureurs qui me doublaient faisait réellement partie de ma course, et donc du coup qui je devais surveiller. Mais donc Live Trail me fait biper quelques places derrière 12e là à Soucieux, mais je pense que c'est simplement une erreur. Et du coup, donc la partie Saint-Genoux, Soucieux, Chaponneau, j'arrive à Chaponneau en 6e position, et du coup assez heureux de ce qui était en train de se passer. À Soucieux, sentant que j'étais vraiment dans une chouette dynamique et que j'appelle ma mère pour me demander, alors que j'étais à quelques kilomètres simplement de Soucieux, pour savoir combien de coureurs étaient déjà passés. Je sais plus, mais en gros, elle me dit qu'il y en avait plus que 4 qui étaient encore passés à ce moment-là, alors que j'étais tout juste à 1,5 km du ravito. Autrement dit, en faisant des brefs calculs mentaux avec la lucidité qui me restait à ce moment-là, je me dis qu'il y en a 2 qui sont du coup à moins d'1,5 km de moi. Et donc, je lui indique parce que j'avais vraiment prévu de changer de chaussures à ce moment-là, là, à Soucieux. Je lui avais même demandé de me forcer à changer de chaussures si jamais j'oubliais. Et du coup, j'en profite pour lui dire que changement de plan, on va vraiment jouer pour la place, et du coup de me préparer simplement une paire de gants, parce qu'on va sans doute en parler après, mais je n'ai rien changé au niveau de mes tenues, si ce n'est les gants durant la nuit, pour vraiment essayer de garder les mains les plus dispo possibles. Et du coup, ravito express, peut-être qu'en voulant trop rapidement faire, j'ai même perdu encore un peu de temps, mais parce qu'au final, il a fallu que je m'apprêtais presque à partir sans mes flasques. Enfin bref, voilà, encore des petites choses à travailler, mais on va dire que c'est l'euphorie qui m'a fait vouloir aller plus vite que la musique. Mais du coup, Soucieux, Chaponneau, gros tronçon encore. Où au final, je sais plus si je reprends quelques places ou quoi, mais il me semble encore que je double encore quelques gars. Et le seul petit bémol sur cette fin de course, c'est du coup sur le dernier tronçon, donc partant de Chaponneau 6e, non pas que je lâche un peu le truc, mais celui de devant me paraissait vraiment trop loin par rapport à ce qui me restait encore de gaz. Et c'est aussi le moment où tu es un peu content d'arrêter de te donner vraiment et de te taper dedans. Et en fait, je me suis fait doubler par un coureur sans m'en apercevoir. Donc j'arrive du coup à Lyon pensant être 6e en 7e position. Et après vérification, en fait, j'ai pas pu m'en apercevoir parce que alors c'est normal, hein, c'est la course qui veut ça, mais du coup le coureur en question du coup avait mis sa veste de pluie vraiment par-dessus son sac et son chasuble, donc la couleur du chasuble n'était pas disponible même pour les personnes les plus attentives. Mais ça, c'était un peu une complexité aussi à gérer pendant toute la nuit, d'accepter de se laisser doubler par tout un tas de coureurs en se disant qu'on n'était pas du tout sur la même course, mais en même temps de jeter un coup d'œil à chaque fois pour savoir si j'apercevais un petit peu du chasuble jaune, qui était du coup la couleur des chasubles des coureurs de la Lyon-Saint-Élion. Ça a été un peu compliqué à gérer. Mais sinon, voilà, donc j'arrive à Lyon avec, on va dire, une infime déception d'apprendre en arrivant que finalement j'étais 7e au lieu de 6, mais avec quand même beaucoup de bonheur de cette place et plein d'euphorie de la course et de la façon dont elle s'était passée et de la façon dont j'avais réussi à la gérer et à ne pas la subir là sur ce retour. Super, merci d'avoir bien résumé ta course. On était vraiment dedans. Et petite question, Le froid qu'un... en moins quand même. Le froid en moins. Ah oui, je te l'accorde. Et puis là, si tu savais le temps qu'il fait en ce moment à Saint-Étienne, valait mieux que vous couriez il y a 10 jours qu'aujourd'hui.
Qui a pleuré du coup sur la ligne d'arrivée? Oh, personne, je sais pas si non, je pense pas qu'ils aient versé une petite larme. J'ai vu beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté aussi chez eux, hein, mes parents et ma sœur et Colline. Chacun y allant de sa petite photo, son petit film, donc je m'en rends aussi compte à ce moment-là dans les phrases, on va dire, qu'ils lâchent eux ou qui s'entendent aussi dans leur film, donc c'est chouette. Mais non, je crois pas qu'il y ait eu de larmes de versées. En ce qui me concerne, non plus. J'ai pris le temps de discuter discuter. Ils m'ont interviewé très rapidement, si on peut dire. Ils m'ont posé 2-3 questions, les speakers de l'arrivée, là, qui étaient dans la halle Tony Garnier. Donc, on a pris le temps de rigoler un petit peu. Enfin, c'était chouette. Et du coup, assez rapidement après, j'ai passé un peu le sas, on va dire, d'arriver pour aller rejoindre mes proches, donc et puis profiter un peu du moment avec eux, parce que eux aussi l'avaient bien mérité après ce suivi diurne et nocturne. C'est bien vrai de dire ça, qu'il l'avait bien mérité, parce que c'est sûr que dans ce type d'épreuve, t'embarques tout le monde avec toi plusieurs semaines avant, hein, Mm. Alors, donc c'est ah ouais, important. mes parents peut-être un petit peu moins, mais Colline, effectivement, ouais, plusieurs semaines avant, plusieurs mois, surtout les derniers jours, j'ai envie de dire, où ouais, bah, tu te prépares quand même, enfin, parce que l'importance de la course en termes d'effort que ça va te demander nécessite quand même de se mettre dedans. En tout cas, c'est ma façon d'être, donc de faire. Donc effectivement, les derniers jours, j'ai envie de dire pratiquement presque tout tourne un peu autour de ça, quoi. Donc ouais, ça doit pas être non plus très facile à gérer pour elle. Et surtout après pour mes parents et ma sœur, donc comme ils vivent pas forcément ça au quotidien, c'est surtout le fait que d'avoir eux subi toute la journée et la nuit, même si j'espère qu'ils y prennent aussi un peu de plaisir, mais ouais, du coup ils ont donné aussi un peu de leur personne, donc c'est pour ça, ça me fait toujours plaisir de partager avec eux lorsque les choses se déroulent bien. On est 10 jours après l'épreuve, à froid, là. Enfin, tout à l'heure, tu m'as parlé de tes ravitaillements et je sens que tu es un peu amer quant à la gestion de tes ravitaillements. Est-ce que tu nourris des regrets déjà sur tes ravitaillements et surtout, du coup, sur ta 7e place? Parce qu'il faut rappeler que tu finis à 45 minutes, je crois, du 3e, donc à 35 rien du minutes podium du troisième, finalement. ouais. 35 minutes du troisième. Alors, sans dire que le troisième était franchement à ma portée, mais sur le moment, alors en fait, je pense que j'aurais pas du tout répondu la même chose si on s'était eu directement dans les jours qui avaient suivi, parce que tout de suite après, surtout beaucoup de plaisir et très heureux de la course et surtout de la façon dont ça s'était passé. Juste après, quand même, comme le ressenti d'un grand vide, j'ai envie de dire. Je sais pas si toi tu ressens ça après tes longs ou tes objectifs, mais tu t'impliques tellement les derniers jours avant et tu vis tellement le truc à fond pendant que après, j'avoue que moi, j'ai toujours quelques jours où un petit coup de mou, mais alors parce que sans doute il y a la fatigue aussi qui est là par-dessus, mais où moralement, ouais, il y a un petit coup de blues, quoi, le retour de colonie de vacances où t'as un peu la tête ailleurs et t'as envie que ça revienne assez vite quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas si tu connais ça, mais moi c'est un peu comme ça que je vis le truc, quoi, que je mets des mots un peu sur ce que je ressens après les gros objectifs et les grosses distances. Alors moi, je t'en parle même pas. Pour moi, c'est archi dur, ça. C'est Ouais. vraiment le truc. J'arrive pas quand je reviens. C'est terrible, Tu terrible. vois, tu t'es tellement plongé dans le truc pendant effectivement peut-être Mm. des mois, des semaines, des jours, et puis fortement les derniers jours. Tu vis tellement le truc pleinement et tu prends tellement sur toi pour aller chercher que ouais, après, ouais, il y a comme un manque, quoi. Enfin, moi, c'est un peu le truc comme ça que j'arriverai à l'expliquer, comme un
un manque. Alors ça a fini par passer, hein, mais les premiers jours après, ouais, un peu compliqué à gérer. Mais du coup, j'ai envie de dire plutôt heureux de la façon dont ça s'était passé. Et là, c'est juste maintenant, on va dire 10 jours plus tard, à froid, peut-être avec un peu d'oubli de la fatigue et du coup du réel état physique dans lequel j'étais sur la fin. Mais je me dis que effectivement, peut-être qu'en jouant sur ces petites erreurs, peut-être qu'en essayant de prendre aussi plus de risques, en fait, plus que les petites erreurs, parce qu'au final, je pense pas avoir perdu tant que ça, mais aussi essayer de prendre plus de risques et d'essayer de lâcher les chevaux plus tôt dans la course. Alors, je vais pas dire courir pour gagner, parce que c'est à aucun moment j'aurais pu aller toucher casquette, ni le second, ni même le troisième sans doute, mais en prenant plus de risques plutôt que de trop assurer le coup pour éviter de prendre une claque, en prenant peut-être plus de risques, effectivement, vu les cannes que j'ai eues les derniers kilomètres, où en fait, à force de trop me remettre un peu là sur le dernier tronçon, au bout d'un moment, je me retourne à 3 ou 4 km de l'arrivée, 3 km de l'arrivée, je crois, 3 km, 2 km 5, je me retourne et j'aperçois le dernier coureur que je me souvenais avoir doublé, où là, pour le coup, son chasuble à lui était bien visible. Et en fait, en un claquement de doigts, je me suis remis à cavaler comme un lapin. Et même chose, je termine les derniers kilomètres aux alentours de 4h30, quoi. Donc, ça m'a vraiment fait dire qu'il m'en restait quand même pas mal sous la canne, sous le pied. Et du coup, je me dis qu'effectivement, peut-être que, voilà, en ayant peut-être pris un peu plus de risques, voilà, j'aurais peut-être pu aller chercher peut-être une place ou deux devant, mais bon, ça reste de la place anecdotique, quoi. Je suis déjà très heureux d'avoir fait 7e, et c'est déjà très cool comme ça, mais même chose. Sur le coup, je m'étais vraiment dit qu'il m'y reverrait plus, et je commence presque déjà à me dire que on verra l'année prochaine, mais non, plus sérieusement, ouais, c'est en fait je pense qu'il y a une grosse part de ces pensées-là qui est surtout due au fait d'avoir actuellement là vraiment pleinement récupéré physiquement, et du coup d'avoir oublié dans quel réel état physique j'étais sur les derniers Hmm. tronçons, et on idéalise un peu la chose, quoi. Alors que sur le moment, Ouais, alors. ouais, j'ai été capable d'en remettre une couche les derniers kilomètres, mais est-ce que ça veut dire que j'aurais été capable de vraiment mettre une couche les 20 derniers kilomètres? C'est peut-être pas la même. Donc non, non. Heureux de la façon dont ça s'est passé, de la place, mais surtout, comme je te l'avais dit aussi en amont, surtout de la façon dont ça s'est passé. Où je te dis, enfin, c'est horrible, enfin, moi, ça me fait sourire de dire ça, hein, je vais paraître fou ou quoi, mais j'ai plus subi l'aller que le retour, quoi. Vraiment, j'ai fini dans un moins bon état à Saint-Étienne que l'état dans lequel j'étais à Lyon, quoi. Donc, non, je suis heureux de la façon Je- dont ça je- s'est passé cette nuit-là. Ça a été dur à aller chercher, mais content de la façon dont ça s'est passé. Cool, c'est très bien. Est-ce que tu as déjà eu, visiblement tu l'as pas sur ce type d'épreuve, mais on en parle souvent et c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur sur tes courses ou peut-être sur ta victoire en Ardèche, je sais pas. Est-ce que c'est quelque Ouais, chose que tu as déjà connu ou pas du tout? euh, ouais, en course, alors peut-être pas jusqu'au syndrome de l'imposteur, je sais pas si je pourrais aller jusque-là, mais ouais, en fait, il y a très peu de temps, je me sentais tellement pas capable de tout ça. Enfin, j'imaginais pas être en capacité de pouvoir faire tout ça. C'est des distances, des courses qui me faisaient rêver quand je regardais les documentaires sur les élites ou quoi. Mais je me disais, wow, mais comment ils font ça? Et là, maintenant que j'y suis et qu'en plus de ça, ça se passe plutôt bien pour moi, ouais, je me demande un peu, ouais, j'ai un peu du mal à y croire, quoi. Donc, et pourtant, encore une fois, je relativise aussi. Alors oui, c'est une très chouette place et je suis très content, mais c'est encore très très loin des tout meilleurs, hein. Faut quand même en avoir conscience. Mais malgré tout, ouais, le fait d'être capable de faire ça à mon niveau, ouais, je te dis, il y a quelques années seulement, je pense que j'y aurais pas cru, quoi. Donc, ouais, peut-être un petit peu sensation
de voler un petit peu ça, cette capacité à pouvoir le faire, quoi. L'imposteur. Ouais. Quelle est la première chose du coup que tu as fait après la course? Je te dis, ouais, juste après. Alors, j'ai quand même essayé de profiter du moment dans le sas d'arrivée, à me laisser prendre au micro des speakers et rigoler quelques minutes avec eux. Je suis allé récupérer Ouais, traditionnellement les. j'ai ma... Ah, pas juste après, pardon. Non, c'est pas la question. Ouais, en fait, j'ai mal posé ma question. Vas-y. Parce que ça, en fait, moi, je le considère comme dans la course, Ouais. ce moment-là où tu es avec tes proches. Et c'est vrai que j'ai mal posé ma question. Je voulais dire, qu'est-ce que tu as fait vraiment après, limite, quand tu as quitté la zone, quand tu es parti? Est-ce que tu es allé te faire je sais pas, est-ce que tu es allé te faire un KFC? Est-ce que tu es allé dormir? Est-ce que. Je Non. sais- Et c'est- non, et ben alors pour tout te dire, pour rentrer dans la confidence, on est allé parce qu'il fallait aussi qu'on patiente pour attendre notre bus. Et on avait pris un bus. Je voulais quand même être assez large pour au cas où je prenais une claque, mais aussi pour pouvoir ne pas être non plus trop à la course ou quoi. Donc on avait pris un bus de retour, ne pouvant pas prendre de train faute de grève, à 16h je crois ou 16h45. Et du coup, bah, fallait tout simplement qu'on trouve de quoi patienter, quoi. Et donc, on s'est un peu incrusté, si on peut dire, chez un couple de potes à nous. Et en fait, bah, on a passé l'après-midi avec eux, on a mangé avec eux. Et en ce qui me concerne, même pas de coup de barre, quoi. Même pas forcément plus l'envie de dormir que ça. Parce que sans doute encore plein d'euphorie, plein de caféine aussi, sans doute aussi, et plein de produits glucidiques, hyperglucidiques. Mais du coup, ouais, non, j'ai profité d'eux, puis on a un peu refait la course assez directement, donc à pouvoir rediscuter de tout ça ou quoi. Donc c'était cool, puis je te parlais tout autre chose. Le bus qui nous a ramenés à Marseille, ou même chose, j'ai pas forcément eu le besoin de dormir. La première nuit post-course, toujours pareil, moi, qui est pas forcément la meilleure, hein, malgré toute la fatigue qu'on peut avoir ou quoi. En fait, les douleurs musculaires se font un peu ressentir, les produits sont encore bien là, et donc c'est pas forcément la nuit qui est la plus réparatrice, la première. Et après, le lendemain, et ben ouais, j'ai la chance d'être norme libérale, et donc à chaque fois, je prends mon lundi post-grosse course pour tout simplement ne rien faire, parce que de toute façon, j'aurais pas forcément été capable de faire bien plus. Et puis, ouais, prendre le temps de se laisser redescendre doucement, quoi, hein, et retoucher le sol. Donc, ouais, c'est juste zoner à l'appartement, essayer de repenser à ça, retourner un peu toutes les photos qui ont été prises, etc. Et regarder un peu les résultats. Enfin, ouais, je te dis, se laisser redescendre tranquillement mais sûrement du petit nuage sur lequel on est lorsque les choses se placent bien, quoi. En parlant de photos, franchement, ils ont fait des belles photos à l'arrivée. Il y en a deux principalement que j'ai kiffé. C'est celle que j'ai mis moi sur Facebook, et celle aussi de ton père. Elle est assez Ouais. fou, je trouve. Et ben alors, du coup, en fait, c'est pas des photos officielles, ça. Photos officielles, je les ai Ah vues, ouais? mais bon, bah, c'est toujours pareil, faut payer, il faut sortir le porte-monnaie. Mais du coup, photos de mes parents, de ma sœur Je ou de savais pas. Pauline. Et j'ai eu la chance, il y a tout simplement un mec qui m'a contacté sur Instagram, qui m'a dit, tiens, je t'ai retrouvé avec ton numéro de dossard. Voilà une chouette photo, je trouve, que j'ai faite de toi, et c'est justement la photo que j'ai mise en avant, là, celle que tu as postée là, où je tends mon dossard à l'arrivée. Et c'est simplement, ouais, un mec qui m'a contacté, donc encore enfin, je sais pas s'il m'écoutera, mais vraiment merci, parce que ouais, la photo est vraiment chouette, et du coup ça fait des souvenirs sympas, même si j'ai des souvenirs plein la tête, mais ça permet de partager un peu avec les autres, donc c'est chouette. Ok. Et Et ben, ouais, et t'as pas pour son la nom, on photo lui de mon aurait. père, tu ressens la fierté aussi un peu de pointer du doigt mon nom parmi tous les engagés, donc Ouais, elle est chouette aussi, celle-ci, ouais. ouais, elle est très belle, ouais. Elle est très belle. Comment tu as géré ta semaine, enfin tes 10 jours qui sont arrivés après l'épreuve, physiquement et moralement? Physiquement, je te dis, ouais, donc en gros, musculairement, j'ai vraiment connu bien pire sur d'autres courses, même des courses bien bien plus courtes.
musculairement, dès le lendemain, possibilité de m'envoyer des baignes sur les quadris sans souci, donc ça allait. Le tendon d'Achille qui sifflait quand même pas mal pendant une bonne journée ou deux. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est à peu près normal aussi. La rotule aussi à gauche, genou et la rotule qui s'était un peu mise à siffler sur l'arrivée à Saint-Étienne à l'aller, que je n'ai pour le coup par contre pas ressenti du tout sur le retour, mais qui le lendemain, donc le lundi matin, pardon, s'est fait ressentir au moment du réveil. Mais ça, j'ai envie de dire, bah voilà, hein, t'es aussi content et presque un peu fier de boiter quand tu vas chercher le pain ou je ne sais quoi, parce que tu sais pourquoi tu boites, quoi. Donc voilà, ça fait quelques petits souvenirs pendant quelques jours. Ça, et non, c'est surtout, comme je te disais, ouais, en introduction, c'est surtout là, cette fois-ci, vraiment la fatigue centrale. Alors, je trouve que c'est dans tous les longs, c'est toujours le type de fatigue qui dure le plus. Mais là, j'ai eu l'impression de le ressentir encore plus parce que je pense que ouais, je suis vraiment allé chercher assez loin. Ouais, mentalement, psychologiquement, pour me mettre vraiment dans ma bulle à fond pour le retour et accepter vraiment l'inconfort de la nuit, quoi, hein. Le froid, la pluie, le brouillard, la boue, les kilomètres aussi qui commençaient à s'accumuler. Et je te dis, j'ai des souvenirs de. Je jouais du coup pour la thermorégulation. Ouais, j'ai pas eu froid du tout, hein. Je suis parti qu'avec, comme je l'avais dit, qu'avec donc mon fameux Damar là de mamie pour pas faire pub, un t-shirt manche longue un peu plus large par-dessus et ma veste de pluie. Bœuf, bonnet que je n'ai pas changé malgré le fait que je m'étais dit peut-être que j'allais changer parce que j'étais bien et j'en ressentais pas le besoin. La seule chose que j'ai changé du coup, c'est les gants. Parce que avec le brouillard et la petite pluie, plus les mains dans la boue lors des quelques boîtes, parce que je me suis mis quand même quelques boîtes, faut quand même l'avouer. Les mains commençaient je commençais à avoir un peu froid aux mains, et du coup c'était vraiment pour les garder les plus chaudes possibles pour vraiment facilement pouvoir continuer à mettre la main à la poche et pouvoir m'alimenter, etc. Au niveau des pieds, simple chaussette Compressport, pas de froid du tout. Et du coup, je jouais pour la thermorégulation un peu simplement sur l'ouverture-fermeture de ma veste de pluie et la mise ou non de la capuche par-dessus. Et en fait, j'ai des souvenirs là pendant, je sais pas combien de temps, des dizaines et des dizaines de minutes, d'avoir la capuche au-dessus de la tête, assez fitée, et d'avoir ce bruit là de frottement dans les oreilles, donc de ne rien entendre autour, juste le bruit de frottement là d'une oreille après l'autre à chaque foulée. Et ouais, d'accepter ça, plus le froid, la boule. Enfin, je te dis, ouais, ça m'a coûté beaucoup, je pense, mentalement, d'accepter tout ça. Et c'est ce qui m'a valu peut-être ouais, cette fatigue, peut-être encore plus forte que pour les autres longs que j'ai pu faire cet été ou les années précédentes. Que cette fatigue vraiment ouais, centrale, si on peut dire, et se prolonge un peu plus que d'habitude et surtout soit plus ressentie que d'habitude. Je t'avoue que ma Ok. première journée de consultation, je sais pas si j'ai fait de la grande podologie. Je sais pas si je sais pas si je fais bien de le dire, mais ouais, Ils écouteront pas. je me suis vraiment senti très fatigué, quoi. Enfin, ça avait vraiment été une journée compliquée à rester concentré toute la journée et j'avais le cerveau qui était pas forcément très opérationnel encore, quoi. Tu disais, t'as pris quelques boîtes du coup? Ouais, je me suis mis quelques pelles hein, quand même. Hein, ouais. Parce que je m'engageais quand même dans les descentes malgré le fait qu'elles soient glissantes et compagnie, et donc du coup de temps en temps tu te fais un peu avoir par ta prise d'appui, mais non, je me suis pas fait mal. Quelques belles mais sans gravité. Juste, je te dis, la main qui du coup allait taper dans la boue et du coup qui a accentué encore le fait que le gant se gorge de flotte et que du coup la main à l'intérieur soit un peu fraîche. Du coup, ouais, je crois que j'ai changé durant la nuit, j'ai dû changer 3 fois de gants. C'est le seul truc que j'ai changé. Ok. Euh, Comment tu as géré tes déchets sur cette épreuve? Est-ce que tes déchets, tu les gardais avec toi? Comment ça fonctionne ça? Alors, comme sur toute course, moi je sais que j'ai une poche à déchets. Ou alors soit je les mets plus sur le fond de la poche, mais en tout cas je les garde vraiment sur moi, hein. Ça me paraîtrait irréel et inconcevable de jeter quoi que ce soit par terre. Enfin, c'est
à, à l'opposé de ce que je peux faire au quotidien et encore plus dans la nature. Du coup, ouais, je garde tout sur moi, je refile tout sur les ravitaux. J'ai même pendant la journée pris le temps de ramasser quelques trucs parce que je te dis, c'était vraiment la rando la journée là. Donc j'ai même ramassé quelques trucs qui, malencontreusement, j'espère, avaient été tombés de la poche. Ça arrive hein, en fait. Hein, quand tu vas chercher sur le fond de ta poche, que Mm. tu ressors ce qu'il te faut, pour peu que tu aies mis tes déchets de ce que tu as bouffé au préalable dans la même poche, bah, ça peut tomber, hein, ça arrive. Hein. Donc j'ai ramassé quelques trucs sur la journée et je te dis, sur la nuit, ouais, je garde tout dans mes poches et je bazarde ça au ravito au moment de refaire le plein, quoi, on va dire. Au moment de remplir de nouveau mes poches, bah, je les vide des déchets d'emballage, quoi, tout simplement. D'accord. Qu'as-tu pensé de l'organisation en général et as-tu vu la bourde qu'a fait l'organisation sur l'arrivée de Laura Fleury, donc première féminine de ton épreuve? Mais bon, bah, ils s'en sont excusés sur les réseaux sociaux. Qu'en penses-tu, toi? Alors, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas fait attention tout de suite à ça. Mais effectivement, pour commencer par cette bourde de l'arrivée de la première féminine de la Lyon-Saint-Élion, où en gros, de ce que j'ai compris, ils étaient en train de faire la remise des prix de la Saint-Élion, il me semble, non, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, j'ose pas imaginer les boules qu'elle a dû avoir, quoi. Alors, ça peut arriver, hein, c'est une erreur, ça peut arriver, hein, mais bon, il y a des erreurs qu'on aimerait ne pas subir quand on est sportif, qu'on va chercher aussi loin, qu'on est dans l'euphorie et de passer un peu à l'as comme ça pour sa victoire. Ouais, enfin bref, je comprends qu'elle ait pu avoir les boules. Et sinon, pour ce qui est de l'organisation en général, ouais, des petites choses à redire quand même. Peut-être que même si à de nombreux endroits c'était quand même pas trop mal fait, mais peut-être que quelques flèches supplémentaires pour la Lyon-Saint-Étienne auraient été bienvenues. Parce que pour avoir discuté du coup durant toute la journée avec des coureurs qui l'avaient déjà fait l'année précédente, nombre d'entre eux s'étaient un peu égarés, alors pas sur très long, mais quand tu pars sur 156 bornes, le fait de faire quelques centaines ou quelques kilomètres de plus, bon, tu peux t'en passer, quoi. On va se le dire franchement. Et du coup, moi-même, ouais, j'ai dû faire à deux à deux moments, mauvaise bifurcation ou quoi, et le temps que la montre et le GPX fassent son affaire et te disent que Bip. t'es pas sur la bonne trace, et ben il se passe quand même quelques centaines de mètres. Donc c'est pas très grave, mais voilà, peut-être quelques fléchages supplémentaires sur l'allée pour éviter ces petites choses. Sinon, petite déception de ne pas avoir pu vraiment profiter un bon moment avec mes proches dans l'espace qui nous était réservé. Ça aurait été cool parce que du coup, même avec mes beaux-parents, bah, j'ai l'impression de les avoir tout juste vus. Même mes parents, du coup, étaient en dehors. Alors, autant pendant la sieste, bon, bah, forcément, ils n'allaient pas m'apporter grand-chose. Mais du coup, même dans ma gestion de sac et compagnie, enfin bref, j'étais en dehors du truc. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils soient juste là, pas pour m'aider à quoi que ce soit, mais parce que bah, c'est aussi pour eux et ils aiment. Enfin, je pense qu'ils auraient aimé vivre encore plus le truc de l'intérieur à ce moment-là. Ça et sinon, ouais, ça et le fait que bah faudra qu'ils m'expliquent du coup à quoi servaient les bracelets accompagnants pour les coureurs de la Lyon-Saint-Élion, parce que clairement, ayant été non accepté dans on va dire, le parquage des coureurs de la Lyon-Saint-Élion à Saint-Étienne et ayant été mis de côté aussi sur les ravitaux la nuit, je vois pas forcément trop à quoi pouvaient servir ces bracelets du coup, mais bon. C'est les petites choses, mais sinon, non, c'est quand même une sacrée organisation, faut quand même se l'avouer, quoi. Donc, non, non, pas grand chose à se dire, si ce n'est des petits détails par-ci par-là. Et pour ce qui est de Fleury, ouais, je pense qu'à sa place, j'aurais franchement eu les boules, mais c'est aussi le fait de vouloir tout mettre en même temps, sur le même parcours, à la même arrivée. Tu prends le risque de passer à côté, quoi. Ça devrait pas arriver, mais tu prends ce risque-là, donc voilà, les erreurs, ça arrive quand même.
C'est un peu le revers de la médaille de ce type d'épreuve, gros Barnum avec 15 ou 16 000 coureurs, je crois. Mm. Et du coup, Ouais. c'est forcément le revers de la médaille. Tu peux Il pas. me semble Quand que tu as des courses qui toutes sont. courses confondues, ouais, 15 000, 17 000, ouais. Donc forcément, Mm. tu t'y perds un peu, hein. Même nous, en tant que coureurs, on s'y perdait sur la fin parce que je revenais. Non, alors j'étais au cœur de. En gros, je termine dans les 300 premiers, je crois, 350 premiers de la Saint-Élion. Alors loin de la 28e place de Casquette Verte, mais au scratch, mais du coup, bah, tu es quand même dans ce flot de coureurs de la Saint-Élion. Mais aussi, du coup, ça veut dire que bah, j'ai quand même rattrapé pas mal de coureurs des autres courses, des courses plus courtes. Et du coup, ouais, avec ce chasuble qui est une chouette idée, mais dans les conditions dans lesquelles la course se court, malgré le fait qu'ils nous demandent de le garder en dernière épaisseur de couche, et ben, la plupart des coureurs mettent quand même leur sac par-dessus pour que ce soit plus facilement accessible. Donc tu vois des bouts de chasuble qui dépassent seulement. Ou alors, bah, à force de mettre et d'enlever, sur la fin, ils jouent plus forcément le jeu et du coup la veste se retrouve par-dessus en dernière couche, pardon, et du coup cache complètement la visibilité du chasuble. C'est ce qui s'est passé avec le 6e là, du coup, lorsqu'il me double. Donc je pense que ouais, même pour les organisateurs, un peu compliqué de savoir réellement où ils en sont, quoi. T'as une idée comment remédier à ça? Peut-être avec un chasuble autocollant comme il peut y avoir en triathlon sur une partie précise? Non, je sais pas. Ouais, non, parce qu'en même temps, je suis aussi, enfin, je sais pas si tu le vois derrière moi, mais il a pris place dans la décoration. J'ai une petite Non, je le vois habitude pas. pendant quelques jours, histoire d'embêter un peu Colline, de mettre fièrement ma médaille de finisher sur la rambarde de l'escalier de l'appartement. Et là, du coup, bah, j'ai accroché le chasuble, donc c'est quand même assez chouette, je trouve, ce principe de chasuble. Mais du coup, pour remédier Ouais. aux problématiques, non, parce que c'est aussi la fête de faire courir tout le monde ensemble. Donc, et puis, sinon, ça s'éterniserait complètement, hein, s'ils faisaient courir course après course, ça durerait la semaine. Donc, non, ouais, Après, je sais pas trop. Ou alors un bonnet, qu'ils offrent que ce soit un bonnet de couleur, comme en swimrun. ah, Ils ont un bonnet de couleur pas avec, idiot, avec hein. le chasuble. Mais du coup, là, je pense que tous les coureurs seraient bien contents de pouvoir mettre le bonnet et ça serait peut-être une possibilité supplémentaire. Je sais pas. Tu vois, tu vois, ce podcast, il aura servi à ça. On leur a trouvé la solution C'est ça, à leur problème, tu vois. c'est ça. Non, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce type de gros orga, gros Barnum, ça peut pas être parfait vu que c'est pas des courses Oui, ça arrive. entre guillemets à taille humaine. Donc avec les inconvénients et les points forts que ça engendre. Mm. Mais mais voilà. Parlons de choses qui fâchent. Parlons dopage. Est-ce que il y a du dopage en ultra trail? Oui. Oui. Comment tu te sens par rapport à ça? Oula, je me sens très à l'aise avec tout ça. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a du dopage en ultra trail, hein. Il faut pas se voiler la face. Encore plus lorsqu'il y a des cas qui ont vraiment été révélés ces dernières années. Tout dernièrement, le vainqueur de la Sierzinal, Kenyan. Mmh. Donc Sierzinal, la fameuse course dont je parlais dans le premier podcast, là, qui avait été cette année pour la première fois remportée par un Kenyan. Bah, quelques mois plus tard, il est tombé pour dopage aux stéroïdes. Ouais, après, comme tout sport d'endurance, comme tout sport, j'ai envie de te dire, Oui, tout sport. de Tout tout temps, sport. ça a existé. Tout sport d'endurance Mmh. encore plus. Alors ouais, c'est dramatique parce que c'est à l'opposé de ce que je pense du sport, mais après, c'est toujours pareil, hein, quand il y a des finances, même si les finances entre elles sont vraiment ridicules, mais quand il y a de l'argent en jeu ou quoi, bah forcément, ça peut engendrer des problématiques. Après, quand on connaît un petit peu des choses peut-être plus en interne ou quoi, on est en pleine Coupe du Monde de football, on va pas forcément trop parler de football non plus, mais bon, voilà, je pense que c'est pas propre au trail, mais pour revenir à tes questions,
Effectivement, ouais, et on peut pas nier les choses puisque effectivement, des cas ont été révélés là ces dernières années. Même à moindre mesure, quand j'entends des patients, parce que les professions le permettent, te dire qu'ils ont dans dans leurs affaires pour un ultra de quoi pouvoir s'infiltrer en cas de douleur trop importante. Je comprends pas forcément la démarche, quoi, mais bon, c'est vouloir être finisher à tout prix, mais bon, c'est un peu, c'est très très loin de la pensée que j'ai moi du sport et du dépassement de soi, quoi. Moi, je vais vraiment chercher le dépassement de Mm. soi. Alors après, c'est pareil, hein, tu feras pas d'un âne un cheval de course avec simplement des produits, mais ouais, non, le dopage, moi, c'est quelque chose. Déjà, dans les années cyclisme, j'en entendais toujours parler, et effectivement, on pouvait pas non plus, en étant au cœur du truc, nier l'évidence, mais c'est quelque chose qui me dépasse un peu, effectivement, hein, j'ai du mal à comprendre comment on peut en arriver là. Surtout dans des sports, encore une fois, là, comme le trail, où pour le moment, il n'y a pas encore franchement de blé à se faire, quoi. Ouais, mais même s'il y avait du blé. Donc, Enfin, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, n'importe quelle discipline, t'as toujours eu des tricheurs. Parce que bon, ah bah, ben, ils ont des preuves que ouais, dans les premiers Jeux Olympiques, à l'époque des Grecs, etc., il y avait déjà des tricheurs. Donc, t'as pas vu disons que. l'histoire qui est sortie il y a quelques temps là sur le champion d'échecs Ah oui, peut-être qu'il aurait un plug anal qui, avec un plug pour lui. vibrant ou je sais pas. Enfin, toi, c'est Ouais. la triche, du dopage ou quoi. Ouais, ça a toujours existé et c'est dans tous les sports. Moi, je veux juste pas que mes potes fans de football me défendent corps et âme que dans le football il n'y a pas de dopage. Enfin, faut. Non, mais il charrie, mais de toute façon, Ouais. il y en a de la triche dans le football. Je te confirme qu'il y a de la triche dans le football. Mais c'est pas pour pointer un sport en particulier du doigt, hein, mais c'est juste ayant moi toujours pratiqué des sports d'endurance, eux sont souvent mis en avant, enfin surtout le cyclisme. C'est peut-être un peu mon passé de cycliste qui refait surface là pour défendre un peu tout ça, mais oui, il y a du dopage dans ces sports-là, mais faut pas mettre de côté les autres, quoi. Surtout quand on sait que Non, non, et les c'était. listes et ce qui est mis en œuvre pour lutter contre ça sont complètement non uniformisés selon les disciplines et selon les fédérations. Donc, le jour où toutes les fédés et tous les sports seront logés à la même enseigne, on verra ce que ça donne, quoi. Mais, C'est clair. voilà. C'est clair, j'allais y venir en te demandant également si tu penses que ça pouvait du coup être bien qu'il y ait des contrôles antidopage. Après des épreuves d'ultra trail, d'ultra cyclisme, etc. Ah mais ouais, ça peut être que bien, hein, et il y en a, hein. Mais après, les grosses courses, quoi, hein. L'UTMB ou quoi, il y a des contrôles antidopage. Après, je te dis, ça me fait sourire parce que du coup, j'ai entamé là un énième diplôme universitaire et qui du coup, pour combiner mes deux passions que sont les formations professionnelles et le trail, c'est un diplôme universitaire de trail running à Besançon. Donc voilà, comme ça on parle de trail et encore de trail, donc c'est chouette. Et du coup, là justement, on a eu un peu on va dire le cours, la présentation sur le dopage et ça a amené pas mal de discussions aussi. Donc non, et des contrôles, il y en a. Après, pour pouvoir passer dans les mailles du filet en trail, c'est quand même de ce que avait l'air de nous expliquer la personne qui était vraiment bien informée de la façon dont la lutte antidopage était faite dans le trail. C'est peut-être facilement envisageable, donc c'est un peu triste. Ouais. D'accord. Parlons de choses beaucoup plus cool. Donc, je rappelle à ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode que tu es podologue. Ouais. Et en préparant cet épisode et en regardant des vidéos de la Saint-Élion, je me suis posé une question.
Dis-moi. Est-ce qu'il y a une réelle importance Est-ce qu'il y a une réelle importance à mettre tel type de chaussettes ou tel type de chaussettes? L'importance de la chaussette. Bah, c'était aussi un questionnement que j'avais dans le premier. Je craignais vraiment pour le froid. Et du coup, qui dit pieds mouillés, vent glacé et compagnie, dit froid. Donc, je m'étais donné la possibilité d'avoir une chaussette imperméable. J'ai quand même pu profiter de la journée pour me rendre compte qu'en fait, ça allait devoir pouvoir le faire. Et effectivement, il s'avérait qu'à aucun moment, je n'ai souffert du froid au niveau des pieds, malgré les centimètres de boue et la pluie battante sur l'ensemble du parcours. Donc pas de souci de ce côté-là. Non, l'importance de la chaussette, ouais, ça a son importance, un peu comme tout matériel, mais pour ce qui est plus particulièrement de la chaussette, ouais, ça va vraiment avoir son importance. L'idée, c'est de trouver un peu chaussette à son pied, si on peut dire. Pas Ouais, forcément très bonne. des choses. T'as vu, moi aussi, je m'y mets. Pas forcément parmi les marques les plus techniques ou quoi, ça va pas forcément être mieux que d'autres, mais au contraire, parfois certains renforts de chaussettes ou certaines compressions de chaussettes peuvent amener des frottements ou des hypercompressions chez certains coureurs ou en tout cas sur certains pieds. Par contre, plus que le modèle de chaussette, alors c'est surtout pas courir pas se lancer sur un objectif ou sur une course avec une chaussette qu'on n'a pas éprouvée et testée en amont, mais ça paraît évident et c'est valable pour tout, hein, que ce soit tout équipement, toute nutrition, tout test de matériel ou quoi, c'est valable pour tout. Par contre, pour ce qui est de la chaussette, en trail, en longue distance surtout, étant donné que l'une des problématiques majeures auquel va être confronté le coureur, c'est l'ampoule au pied. Alors déjà, préparer ses pieds en amont par du tannage, vous pourrez écouter tout un tas de choses, peut-être moi également d'ici quelques temps, mais sur l'importance de bien préparer sa peau de pied à un effort prolongé, donc par du tannage avec les produits en pharmacie ou tout simplement du citron et de l'hydratation. De la crème anti-frottement le jour de la course, mais pour ce qui est de la chaussette, le fait de changer régulièrement de chaussette pendant la course, surtout sur des deux extrêmes de météo, on va dire, sur des très fortes chaleurs qui du coup vont engendrer des fortes sudations et donc une possibilité de macération un petit peu au sein de la chaussure, ou bien à l'inverse, grosse pluie et donc potentiellement macération également. Bref, sur ces deux extrêmes, le fait de changer régulièrement de chaussettes sur des efforts longs pour repartir à sec peut vraiment faire partie d'une chouette stratégie pour éviter justement les problématiques de macération et du coup les problématiques d'ampoules aussi qui peuvent être liées, ou tout simplement de la macération qui est vraiment horrible aussi et ultra douloureuse sur de l'effort long, quoi. Donc chaussettes, pas de chaussettes particulières à conseiller, si ce n'est chaussettes techniques. Alors on va pas partir avec de la chaussette de ski ou de la chaussette en coton, mais les chaussettes qu'on a l'habitude et qu'on a éprouvées vraiment à l'entraînement, plus ou moins la possibilité de remplacer ces chaussettes et de changer tout ça en fonction de la distance sur laquelle on court et surtout en fonction de la météo. Donc voilà. Et le type de chaussettes, j'entends par là, j'ai vu une vidéo avec une dame qui mettait, tu sais, des chaussettes avec où à chaque comment on appelle ça, orteil, à chaque phalange de pied, à chaque orteil, voilà, c'est orteil que j'arrivais plus à retrouver. Merci. À chaque orteil, comme un gant, ouais, voilà, de pied. Les gants, ouais. Ouais, chaussettes voilà. d'orteil, ouais, ça peut faire partie des choses intéressantes. Il y a des coureurs qui aiment bien ce genre de chaussettes. Moi, je sais que personnellement, ayant comme une sensibilité entre les orteils, j'aime pas ressentir quoi que ce soit entre mes orteils. Mais ça peut être chouette pour des personnes qui, par exemple, ont des problématiques d'ampoule entre les orteils. Même si, à mon sens, la meilleure des choses, c'est peut-être de prévenir ça et donc de mieux préparer sa peau par le tannage, comme je te le disais tout à l'heure. Mais sinon, ouais, ça peut être intéressant. C'est quelque chose qui se pratique, ouais, pour
pour ne pas dire de bêtises, quelqu'un comme Lucas Papi, par exemple, un gros élite qui fait de ultra distance. Il me semble qu'il court avec ce genre de chaussettes. Donc, ouais, c'est même chose, c'est à essayer pour pas faire de pub. Ça se trouve facilement dans une grande enseigne de vêtements de sport qui s'appelle 10 Sport. Et Décathlon, mais du coup ouais non, ça peut être quelque chose d'intéressant. En ce qui me concerne, je cours pas du tout avec ce genre de chaussettes parce que je te dis pure préférence personnelle, j'ai une certaine sensibilité entre les orteils, donc j'utilise pas ce genre de truc. Mais du coup, tannage de pied, généralement moi je fais ça quelques semaines, 3-4 semaines avant mon premier objectif de l'année. Je remets un coup, même si je suis maintenant plus trop sujet aux ampoules. Et après, par contre, de la crème anti-frottement avant la course et pendant la course, quoi. Merci, cher podologue. De rien. Petite question qui me vient là. On avait parlé en off parce que là on a parlé un peu de cyclisme juste avant. On avait parlé en off la dernière fois tous les deux de sacoche, de bikepacking. Ouais. Quand est-ce que je te vois sur une course d'ultra cyclisme? Normalement, à l'approche de Noël, là, le Père Noël devrait avoir bien fait les choses. Alors, je vais pas parler trop vite, mais je pense qu'il m'a entendu. Il m'a suffisamment entendu sur mon envie de sacoche de cyclisme pour pouvoir. Alors, de là à prendre un dossard, je sais pas, mais j'ai une bêtise qui me trotte en tête et il me semble que tu vois bien de quoi je parle parce que tu as réussi à le faire. J'aimerais bien rallier Saint-Étienne à Marseille en vélo en one shot. Et donc justement, il me faut un petit peu d'équipement quand même. Donc ouais, j'aimerais me mettre même chose dans l'optique peut-être plus d'entraînement croisé pour la course à pied, mais de me mettre de plus en plus au vélo, mais aussi pour vivre des chouettes moments, des chouettes journées sur le vélo, qui a quand même été ma première passion. Ouais, il me faudrait un peu d'équipement, mais je te dis, 13 décembre, d'ici 12 jours, peut-être que le Père Noël aura fait son job, donc on en rediscutera à ce moment-là, mais dans un premier temps, ça serait surtout des gros off, je pense, et peut-être un jour, si l'emploi du temps ou le calendrier de course le permet aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que je m'égare trop, mais pourquoi pas, ouais. Tu m'as bien vendu la Rhône-Alpes Auvergne. L'Ultra Arverne, ouais, je la conseille vraiment. Vraiment, elle est pas excessivement longue, c'est autour de 800 km. Par contre, c'est un gros dénivelé, c'est 18 000 de dénivelé. L'orga annonce 15 000, mais en réalité, c'est 18 000. Et... c'est quand même un autre monde, les sports d'ultra. Pas excessivement longue, autour de 800 bornes. Oui, c'est sûr que. Ouais. Mais je suis d'accord. Pour beaucoup, ça peut paraître long, mais ouais, c'est sûr que. Ça D'ailleurs, justement, très, très bonne remarque. Quelqu'un qui vient te voir là et qui te dit ouais, l'année prochaine, je veux faire la Lyon-Saint-Élion, ça a l'air trop ouf et tout. Quel conseil tu lui donnes? Alors, on en a des patients. Hein, c'est aussi, enfin moi, en tout cas, mon rôle de professionnel de santé, de juger on va dire, l'intelligence, j'allais dire, mais non, parce qu'il n'y a pas de souhait, il n'y a pas d'objectif bête, mais du fait qu'un objectif ou non soit réalisable. L'ultra pour l'ultra, à mon sens, il ne faut pas non plus que ça devienne un but obligatoire, quoi. Hein. C'est un peu la course au toujours plus aussi, c'est-à-dire ça a été ça il y a quelques dizaines d'années en running où si on n'avait pas fait un marathon au moins une fois, on n'était pas considéré comme un coureur. Le passage au trail et l'engouement pour le trail a un peu amené ça aussi après avec le 100 miles, quoi. Il faut avoir fait son 100 miles, sinon on n'est pas un trailer. Je pense qu'on peut vraiment prendre énormément de plaisir sur des distances beaucoup plus courtes. Si après, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi ou un objectif vraiment ou quoi, le tout, c'est à mon sens, quand même, de se laisser quand même suffisamment de temps. Alors après, tout le monde connaît des contre-exemples et j'ai je ne sais combien de contre-exemples en tête parmi mes patients qui, pour premier dossard, se sont mis la diagonale des fous, considérée pratiquement comme la plus difficile
et en assez peu de temps, j'ai envie de dire. Alors assez peu de temps pour préparer une diag, c'est quand même pas quelques mois non plus, hein, mais sur quelques années seulement, enfin une année ou une année et demie seulement. Mais il y en a pour qui ça passe. Mais je me dois quand même de dire qu'effectivement, le tout pour du longue distance, c'est quand même normalement de se laisser quand même suffisamment de temps d'éprouver son corps, ses structures, de leur laisser le temps de se renforcer aussi par la pratique et donc d'accepter plus de contraintes et donc plus de distance. Si après, vous êtes aussi un peu comme moi et que vous voulez tout de suite, et ben dans ces cas-là, c'est de se donner vraiment les possibilités à travers l'entraînement, quoi, hein. On peut peut-être, à mon sens, même si c'est pas forcément la façon la plus intelligente, gagner un peu de temps par rapport au temps sur de l'entraînement vraiment assidu, mais on prend peut-être un peu plus de risques, quoi. L'idée, c'est de se dire que bah ouais, on rentre quand même là dans des extrêmes de pratique sportive, quoi. Donc l'extrême n'est peut-être pas offert à tout le monde et soit en termes de capacité, soit en termes de temps aussi, parce qu'il y a des personnes qui veulent se mettre sur ces distances-là, mais dont l'emploi du temps professionnel, dont la vie de famille ne laisse pas suffisamment de temps annexe pour réellement mettre en place un entraînement, on va dire, suffisant pour pouvoir affronter en ayant un maximum de chances de son côté d'arriver au bout ce genre de distance. Parce que quand on voit le nombre d'abandons sur ces distances-là, à mon sens, c'est peut-être aussi, alors certes, c'est aussi les distances qui veulent que, mais c'est peut-être aussi qu'il y a des personnes qui, justement, par un peu cet engouement pour l'ultra à tout bout de champ, visent peut-être des défis qui sont peut-être trop hauts pour eux à un instant T, quoi. Donc, après, c'est facile à dire quand pour soi ça fonctionne bien, mais ouais, à mon sens, l'ultra pour l'ultra, il faut pas que ça devienne la course au toujours plus, parce que ça peut être problématique. Euh, mais du coup, se laisser le temps, augmenter progressivement la distance des dossards, voir qu'on peut prendre plaisir sur tous les dossards, parfois même plus courts. Et après, si vraiment c'est un but en soi et un objectif de vie pour certains, eh ben, se tenter un jour à une distance plus importante, mais du coup en ayant au préalable fait le nécessaire dans sa préparation, quoi. Le nombre de coureurs qui, on va dire, s'entraînent un peu au pifomètre pour préparer des distances là, sans être réellement accompagnés par un club ou même un coach pour vraiment planifier un petit peu tout ça, c'est peut-être un petit peu trop. Ça me fait rire parce que c'est justement sans doute ce sur quoi on va travailler pour le rendu de mon diplôme universitaire. Mais voilà, j'en saurai peut-être un peu plus tard. Mais donc ouais, il faut pas, à mon sens, faut pas que ce soit un but en soi et la course au toujours plus. Vouloir montrer qu'on en a une plus grosse que le voisin, bah, dans ces distances-là, ça peut être quand même problématique, hein, et voire même dangereux, donc attention à ça. Et sinon, se laisser le temps et se donner les possibilités surtout. Super, réponse vachement intéressante. Dis-moi, la dernière fois, on avait parlé des courses qui te font rêver. On avait parlé aussi de ton programme de l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous redonner brièvement le programme que tu as prévu pour l'année prochaine, du moins ce qui est un peu, entre guillemets, sûr, même si à plusieurs mois à l'avance, on n'est jamais trop Ouais, certain on n'est pas à encore l'abri d'une blessure ou de... quoi. Ouais. Voilà, je te le souhaite pas, Alors, mais... ce qui n'est pas encore sûr, parce que je n'ai pas encore le dossard, parce que les inscriptions ouvriront simplement le 2 ou 3 janvier. Mais c'est vraiment l'objectif que je veux mettre au cœur de mon année 2023, c'est la TDS. Donc le Tour des Ducs de Savoie, donc la course de 140 km de la semaine UTMB, qui n'est pas une des finales de UTMB Series, autrement dit, qui est hors tirage au sort, et qui du coup cette année là sera l'attribution des dossards seront simplement au premier arrivé. Donc ça va être enfin, je sais pas à quel point ça va être la guerre, mais en tout cas, je serai
à l'heure pile sur mon ordinateur en train de rafraîchir la page, tu peux en être sûr. Donc la TDS, j'aimerais vraiment tourner toute ma saison autour de ça pour arriver vraiment en forme fin août. Du coup, pour ce faire, 2 mois avant, enfin en tout cas début juin, le trail du Saint-Jacques, donc le 125, 130 je crois du Saint-Jacques, by UTMB, qui fait coup double, parce que plutôt bien placé en termes de timing avant pour mettre un gros bloc. Étant donné que c'est la même organisation UTMB, ça me permettra de me roder aussi sur la gestion justement on a parlé des ravitaillements et des petits couacs qu'il y a eu à la Saint-Élion, mais du coup gérer, roder tout ça également avec mes parents, j'espère s'ils peuvent être de la partie en vue de la TDS. Il y a également deux derniers points, c'est que le départ, alors et la distance est à peu près semblable, le dénivelé à peu près, même si le terrain n'est pas tout à fait le même, mais l'heure de départ est à peu près la même aussi. Donc comme ça, pour vraiment me préparer au mieux pour la TDS, ça sera chouette. Dernière chose, ça me donnera aussi justement les fameux points, les fameux running stones pour peut-être envisager l'UTMB les saisons futures, en tout cas pouvoir participer au tirage au sort. Et du coup, même chose, je reviens encore un petit peu avant dans le calendrier, le 80 du Ventoux, début mars, pour mettre une première longue distance, on va dire, et lancer un peu la saison, quoi. Et sinon, à part ces trois-là, peut-être des petits dossards par-ci, par-là, soit histoire d'aller courir proche de la maison et de profiter quand même avec un dossard sur le bas-ventre, accroché au ventre, soit au gifre, trail du Haut-Gifre, courte distance, 40 bornes, que je vais faire avec des potes. Donc le Haut-Gifre, c'est par derrière Chamonix, où j'ai un très bon pote du coup qui vit là-bas maintenant, et du coup les choses font que je serai en formation à Chamonix, même chose encore une fois sur la course à pied la semaine suivante, et donc les choses sont plutôt bien faites. Donc j'ai motivé des potes à prendre un dossard pour ce trail-là, et voilà. Mais là, ça sera plus sans doute en mode partage avec les copains. Mais sinon, du coup, t'emmènes les autres dans ta... c'est ça, pour essayer de leur mettre un peu le pied à l'étrier et les mettre à cette drogue-là. Mais sinon, du coup, ouais, TDS, objectif secondaire, mais aussi à but de fin de préparation de TDS, la Saint-Jacques, et objectif secondaire, on va dire premier objectif de la saison, premier réel objectif de la saison, le long du Ventoux, le 60. Donc du coup, je dis 80, mais non, c'est 73, 77, je sais plus. Voilà, les J'ai déjà vu... 3 gros dossards, et après, peut-être un ou deux par-ci par-là, mais je suis pas forcément trop du genre à courir les dossards, quoi. Je préfère vraiment prendre, parce que je prends goût à ça, je prends goût à la préparation, en fait, moi, vraiment. J'aime ça, les moments de préparation, les blocs de préparation, les week-end shocks en off pour préparer vraiment le jour J et être là le jour J et être capable de rendre le plus possible, quoi. D'accord. J'ai déjà remarqué, enfin j'ai remarqué que tu avais déjà reconnu le trail du Mont Ventoux, non? C'est ça? Cette année, j'ai vu que tu l'avais grimpé une ou deux fois, non, le Ventoux? Au Alors moins une non, fois déjà? ça s'était fait purement comme ça, week-end familial. J'étais en prépa, c'était l'année dernière, prépa de je ne sais quelle course. Et du coup, c'était un week-end où il fallait que je tape des bornes. Et donc un matin, je suis parti, je me suis fait déposer très tôt pour aller monter le Ventoux à pied. Et du coup, je m'étais mis, je sais plus, 35-40 bornes, un truc comme ça, il me semble. Mais non, c'était vraiment tout autre. C'est juste, on était au pied du Ventoux, donc je me disais, quoi de plus logique que d'aller grimper le Ventoux pour s'entraîner. Voilà, je vais pas chercher plus loin parfois. Mais du coup, le truc aussi, c'est que bien souvent, selon les années et la neige à ce moment-là, il y a des parcours de repli sur le trail du Ventoux pour les 2 parcours qui passent normalement au sommet, parce qu'il y a certaines années, il y a encore trop de neige au sommet ou quoi, donc voilà, il est possible que je ne passe pas par le sommet, mais là, quand tu m'avais vu passer le Ventoux, c'était par pur entraînement et facilité, plaisir et accessibilité qui s'offrait à moi, on va dire.
D'accord. Merci d'avoir répondu à pas mal de questions avant que je te pose 4 questions beaucoup plus légères. Est-ce que si quelqu'un a une question, il peut te contacter sur les réseaux? Bien sûr, ouais, ouais, sans souci. Sans souci, je suis Donc, aux grandes dames de Colline, peut-être un peu trop actif sur mon portable, parce que j'ai aussi tout un côté OK. professionnel sur mes réseaux sociaux, mais ouais, mon compte Instagram, Arthur Ferragne, sans souci, ouais, n'hésitez pas, avec plaisir. Je prends plaisir à ça, à échanger autour de ma passion, si on peut dire, autour de la course à pied, autour de la santé, de la course à pied en général, quoi. Merci. Arthur, as-tu une autre passion que l'ultra trail? Passion, je suis un peu cyclique comme garçon. Je suis un peu binaire, donc c'est un peu tout ou rien. Et du coup, non, là, depuis quelques années, j'avoue que, ouais, non, mes pensées tournent un peu autour de ça. Donc, non, j'aime bien passer du moment avec mes potes et la fête aussi, et ma famille et Colline. Mais non, autre passion, on va dire perso, pas forcément, si ce n'est le sport en général, l'effort en général et passer du temps dehors en particulier. Est-ce que tu as un film à me conseiller? Oh. Euh, Dernier film du moment. Ah, tu me prends de court là, j'aurais dû préparer ça. Dernier film du moment ou un film qui me branche franchement. Euh, Ah putain, surtout que j'aime bien Si, dernièrement, qu'est-ce qu'on est allé voir? Euh, Qu'est-ce qu'on est allé voir qui m'a bien plu? Les Amandiers. Mais alors, non, mais... Ah merde, tu me prends de court, attends, tu couperas du coup. Euh, euh, Ou une série sinon? Série Peaky Blinders, sans hésitation. Ouais. Ouais, c'est la dernière série qui m'a vraiment mis bien. L'ambiance générale et le fait que même d'une saison à l'autre, il y a peut-être un petit coup de mou sur une saison, mais ça repart bien. Ouais, Peaky Blinders, j'ai vraiment fortement accroché avec cette série-là. Le dernier album ou le dernier artiste que tu as écouté? Ça va être un peu... non, le dernier album que j'ai grave écouté, que j'ai vraiment poncé, c'est Sofiane Pamar. Je sais pas si tu connais, toi, Piano? amateur de rap, sans doute. Ouais, le pianiste du rap français. On est allé le voir, du coup, à la Bourse à Lyon, et juste incroyable. Même chose, j'aurais pas dit il y a quelques années que je serais aussi fan de piano et de musique classique, si on peut dire, mais ouais, son album tourne en boucle, quoi, assez facilement sur mon téléphone ou sur l'enceinte à la maison. Sofiane Pamar, ouais, lourd. Et, et, et pour courir, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes quelque chose quand tu cours? Est-ce que Ouais, tu écoutes des podcasts, très de la souvent. musique Alors, à et l'entraînement, quoi? très souvent du podcast. Podcast, alors je vais te faire rire, mais bien souvent autour de la course à pied, hein. Euh, Let's Trail, course épique ou quoi, entre autres. Parce que voilà, ça m'accompagne aussi et ça me permet de courir sans trop m'en rendre compte. Sinon, je suis très musique aussi quand je cours ou pendant les courses. Où là, un peu de tout, mais on va dire essentiellement, ouais, on va dire classique hip-hop ou rap français. Des trucs qui m'énervent un peu, quoi. Histoire de Qui s'exciter est, un petit peu. Même si j'aime bien aussi des qui est du sons rythme? assez doux, assez soft, parce que l'idée, c'est pas non plus de courir sur ces distances-là, tu l'imagines, toujours à fond, quoi. Donc, un peu de tout. Il y a cet été, là, j'avais demandé à travers mes réseaux à des potes si ils avaient des titres en particulier pour me dire un peu que je courais un peu avec eux, quoi. Donc, je m'étais fait une petite playlist avec les sons qu'ils m'avaient proposés. Et du coup, ils m'avaient accompagné à leur façon pendant quelques bornes, donc c'était chouette. Mais sinon, j'ai mes playlists toutes faites
enfin les playlists faites par les algorithmes sur mon application Spotify, et ça fait le taf. C'est plutôt bien fait. Bon, super. Merci beaucoup, Arthur. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en réel et j'espère que tu auras l'occasion de refaire un podcast. Peut-être si tu as prévu de faire une pile à trail ou quelque chose comme ça par chez nous dans les années à venir. C'est pas prévu pour 2023 du coup normalement, mais sauf si tu considères que le Puy-en-Velay est par chez nous. Mais c'est pas loin. Ouais, ça marche. Bon, ça marche. Ça peut marcher, c'est vrai. Ça peut marcher. marcher. Il va falloir renommer le podcast. Ça sera plus Forésiane, mais ça marche. Non, ça sera avec plaisir. Tu sais, il y en a beaucoup ici qui considèrent que la Haute-Loire, c'est un peu la partie annexée par la Loire. C'est un peu le département annexé par la Loire, quoi. mais voilà, bon, bah, je te remercie en tout cas. Tu coupes pas le temps que je télécharge les bandes. Ouais. Et puis tu peux vaquer à tes occupations et je t'envoie un message quand c'est tout bon. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, à laisser un commentaire, j'aurai le plaisir de vous répondre.